Bienvenue dans cette nouvelle leçon sur les transformations nucléaires. Après avoir abordé les transformations de type changement d'état, où les corps ne changent pas, c'est-à-dire par exemple l'eau se transforme en glace, en vapeur, en liquide, etc. Mais ça reste de l'eau. Alors nous avons vu après les transformations chimiques où des réactifs donnent des produits, les réactifs de départ réagissent ensemble, se transforment. Nous allons aborder maintenant la transformation nucléaire. La transformation nucléaire ne concerne que les noyaux. Alors, deux types de réactions de type nucléaire, la fission nucléaire et la fusion. Je vous propose, pour aborder mon sujet, mon propos, de regarder une animation sur la fission. Alors, je la relance. Alors, au début, nous avons un atome particulièrement lourd, c'est-à-dire avec un noyau qui possède beaucoup de nucléons, comme vous pouvez le constater sur ce dessin. On lui balance dedans, si j'ose dire, un neutron. Ce neutron va apporter suffisamment d'énergie pour casser le noyau. Car ce noyau, à l'origine, est maintenu par une force qu'on appelle la force nucléaire, qui maintient les nucléons les uns avec les autres, car n'oubliez pas que le noyau étant constitué de protons et de neutrons, il devrait exploser spontanément, puisque on a des neutrons neutres, mais des protons plus, donc les protons se repoussent. Donc il y a une force qui maintient ce noyau, cette cohésion, et il faut amener de l'énergie pour la casser, pour casser le noyau, pour briser cette force. C'est pourquoi on prend, pour la fission, on prend un noyau très très gros, parce qu'en fait, les répulsions sont tellement importantes qu'il ne faut pas beaucoup d'énergie pour vaincre la force nucléaire. Il ne faut pas grand chose. Si on prenait un noyau plus petit, l'énergie amenée par le neutron sera insuffisante. Donc, que se passe-t-il lorsque le neutron arrive sur ce noyau très lourd, cet uranium 238? Voilà, le noyau casse. Il casse en deux parties, en deux noyaux, et ça libère beaucoup d'énergie. Vous avez vu ce flash rouge, beaucoup d'énergie est libérée. Et ce qui est important, c'est qu'on a trois neutrons qui vont être libérés, et ces neutrons, à leur tour, vont aller casser d'autres noyaux. C'est ce qui constitue la réaction en chaîne. On regarde. Là, ils redisent que voilà, beaucoup d'énergie libérée. C'est cette énergie qui va chauffer le circuit primaire, lequel circuit primaire va chauffer le circuit secondaire. Enfin, je vous montrerai sur l'animation. Alors voilà, donc les neutrons, regardez, tac, voilà. Donc un premier neutron a cassé un noyau, ce noyau libère 3 neutrons, et là on voit 2 neutrons qui vont casser d'autres noyaux. Alors bien sûr le troisième va faire la même chose un peu plus loin. D'accord? J'espère que vous êtes d'accord. La fusion. La fusion, alors je relance. Voilà, ça va un peu vite, hein. Donc on va peut-être recommencer. Alors la fusion, vous voyez, il y a deux noyaux légers qui vont se rencontrer pour former un noyau plus lourd. Et l'énergie libérée est considérablement plus importante que dans le cas de la fission. Voilà. La réaction de fission la plus accessible par l'homme, sur laquelle il travaille, et sur laquelle on reviendra, donne, alors je la remontre, je la remontrer tout à l'heure, donne de l'hélium et un neutron. Et cet hélium, ben, vous en respirez tous les jours, c'est complètement inoffensif. Je remontre de nouveau. Tritium et deutérium. Beaucoup d'énergie. Ce qui est important aussi à retenir, c'est que dans la réaction de fusion, et cette réaction de fusion, elle nécessite une température extrêmement élevée, puisque c'est une température qu'on retrouve dans le Soleil. Donc c'est la grande difficulté actuellement, la difficulté technique pour réaliser la fusion, c'est que l'énergie demandée, nécessaire pour réaliser cette fusion, elle est extrêmement importante. Donc pour l'instant, on a beaucoup de mal à réaliser cette fusion dans nos centrales.
Par contre, elle se fait très facilement dans le soleil, où l'énergie, la chaleur est suffisante. Donc la centrale, je vous montre une petite animation. Voilà. Donc dans la centrale, on distingue le circuit primaire. Donc, le circuit primaire, vous avez ici le réacteur nucléaire dans lequel se déroule la fission, pas de fusion, la fission. Cette fission libère énormément d'énergie. Elle est récupérée par un circuit d'eau en orange ici. Alors cette eau est sous une pression extraordinaire grâce à cet élément qu'on voit ici sur le graphique, grâce au pressuriseur. Le pressuriseur donc maintient une pression énorme, ce qui permet à l'eau, malgré la température très très importante, de rester sous forme liquide. Sinon elle se transformerait en vapeur. Voilà. On observe ici des barres, alors ça s'appelle des barres de contrôle. Ces barres, il y a du carbone dedans, on les monte ou on les descend pour absorber. C'est un véritable aspirateur à neutrons. Et donc on va contrôler la réaction, puisque s'il y a trop de neutrons, on risque d'avoir ce qu'on appelle un emballement du cœur. C'est-à-dire il y a trop de réactions de fission, la température monte trop vite. Et donc c'est dangereux, c'est ce qui s'est passé à Tchernobyl. Et donc pour arrêter un cœur, on descend toutes les barres d'un seul coup, en cas de danger ou en cas de renouvellement du combustible. Alors, ce circuit primaire n'a aucun contact avec le circuit secondaire. Ici, on observe de l'eau, vous voyez, dans la cuve. Il n'y a pas de contact parce que le circuit primaire est radioactif. Au contact des parois des tuyaux, l'eau contenue dans le circuit secondaire se transforme en vapeur. Donc, l'eau se transforme en vapeur, fait tourner des turbines. Les turbines fabriquent de l'électricité à la façon du dynamo de vélo. C'est vraiment le principe. Donc ici vous avez dans la partie supérieure en blanc de la vapeur, elle fait tourner la turbine et elle se recondense ici là dans le condenseur pour redonner de l'eau qui va à son tour retourner dans l'échangeur, ça s'appelle un échangeur, etc. Alors comment refroidit-on les vapeurs? Les vapeurs sont refroidies par le circuit tertiaire qui est lui-même refroidi par ces énormes cheminées que vous voyez auprès des centrales. Alors, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que la vapeur qui s'échappe des cheminées, c'est de la pollution, mais ce n'est que de la vapeur d'eau. Une centrale nucléaire ne pollue pas, sauf évidemment, le seul problème des centrales nucléaires, c'est que ça fabrique des déchets nucléaires qu'on a encore bien du mal à gérer. Alors, je reviens sur le dessin. Et vous reconnaissez donc en jaune le circuit primaire. Ici les barres de contrôle. En gris là, le cœur nucléaire, c'est-à-dire là où il y a les combustibles. Le pressuriseur qui maintient une pression énorme pour que l'eau du circuit primaire reste à l'état liquide. Échange de chaleur donc entre le circuit primaire en jaune-orange, avec le circuit secondaire en bleu. Donc l'eau se transforme en vapeur, fait tourner la turbine, se refroidit au contact du condenseur, retourne dans l'échangeur et ainsi de suite. Le condenseur donc est refroidi grâce au circuit tertiaire. Oups. Et c'est pour ça que le circuit tertiaire génère de la vapeur d'eau que l'on voit sortir des cheminées. Alors on va voir un petit peu ce que j'ai écrit là. Dans le circuit primaire, la fission donc des noyaux d'uranium 235 sous l'impact des neutrons, c'est ce qu'on a vu dans la petite animation, libère énormément d'énergie. Vous avez ici le petit dessin. Et dans cet exemple, on voit que on a du krypton qui est libéré, du baryum et 3 neutrons. Les 3 neutrons, je vous le rappelle, continuent à leur chemin pour aller casser d'autres noyaux d'uranium 235 pour ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Une petite remarque avant de passer à la radioactivité. Les centrales nucléaires donc utilisent de l'uranium 235. Dans la nature, il faut savoir que l'uranium 235, il n'y en a que 0,7% dans l'uranium que l'on sort des mines. C'est très peu, qu'il en faut énormément.
C'est pour ça qu'en fait, lorsqu'on met de l'uranium dans les réacteurs, on dit qu'il faut l'enrichir. C'est-à-dire on a différents traitements chimiques et physiques qui vont permettre de monter le pourcentage d'uranium à 3 ou 5% dans le produit, dans le combustible que l'on met dans le réacteur. Si je reviens à la réaction nucléaire, le krypton et le barium sont radioactifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, ils ne vont pas rester sous cette forme. La radioactivité, c'est le fait que les atomes qui sont fabriqués par la fission ne sont pas bien dans leur peau. Ils ont trop de protons, ou trop de neutrons, ou trop des deux. Après, donc, ils vont se désintégrer à leur tour, c'est-à-dire donner d'autres atomes, en émettant des particules. Ce sont justement ces particules qui constituent la radioactivité et qui sont dangereuses. Les particules alpha, les particules bêta plus et bêta moins qui sont fort heureusement pas au programme. Bien que l'énergie nucléaire est la cause de problèmes, à cause des déchets, eh bien on voit que son rendement est très important puisque 27 tonnes d'uranium va suffire à la consommation électrique de 400 000 foyers, alors que dans le même temps, pour avoir cette énergie-là, il faut brûler 260 tonnes de charbon et 170 tonnes de fuel, mais par heure. Donc faites votre compte. Si vous voulez savoir combien de tonnes au total, il faut faire 260 par le nombre d'heures contenu dans un an. C'est énorme. C'est colossal. Alors je vous ai parlé de la fission largement, maintenant revenons sur la fusion. La fusion, donc, c'est l'énergie du futur, c'est cette énergie qu'on aimerait contrôler, puisque si on arrivait à la maîtriser, on n'aurait plus de problème d'énergie sur Terre, et en plus, on n'a plus de déchets dangereux. Donc je vous laisse découvrir le document 5. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille dessus depuis longtemps, depuis 1960, et donc on est en train de... un grand nombre de pays qui se sont associés. Ça nécessite tellement d'argent qu'on ne peut pas faire ça de son côté. Les pays doivent s'associer. Donc les pays construisent à Cadarache, en France, depuis 2007, un réacteur nucléaire qu'on appelle un tokamak et qui est porteur d'espoir pour résoudre les problèmes d'énergie sur la Terre. Donc cette énergie de fusion, c'est l'énergie du Soleil. 74% de la masse du Soleil est constituée d'hydrogène. Donc ces noyaux vont réagir ensemble pour fusionner. C'est une chaîne de transformation. En effet, regardez, 2 atomes d'hydrogène fusionnent pour donner ce qu'on appelle un deutérium. Et le deutérium va fusionner à son tour pour donner ce qu'on appelle un noyau d'hélium 3. Les noyaux d'hélium 3, ici, là, fusionnent ensemble pour donner l'hélium et 2 atomes d'hydrogène. Voilà. C'est ça, entre autres, qui libère de l'énergie. Vous vous rendez compte que chaque seconde, 620 millions de tonnes d'hydrogène sont consommées. C'est-à-dire la masse équivalente de la masse de 85 000 tours Eiffel. C'est colossal. Pourtant, le Soleil, malgré cette perte extraordinaire par seconde, a encore quelques millions d'années devant lui. Maintenant, répondons aux questions. Identifiez les réactions de fusion et les réactions de fission dans les documents. Les réactions de fission. Voici. C'est-à-dire en fait qu'on a un atome au départ et une particule qui va donner plusieurs atomes. Donc un atome, une particule. Le neutron c'est une particule, ce n'est pas un atome. Alors que les réactions de fusion, voici. Plusieurs atomes à gauche, plusieurs atomes à droite. Donc comment reconnaît-on une fission et une fusion? Une fission, un atome à gauche avec une particule plus une particule, le neutron. Une réaction de fusion, plusieurs atomes à gauche, plusieurs atomes à droite. Deuxième question, ces réactions sont bien sûr exothermiques, elles libèrent énormément d'énergie exothermique. Les isotopes, je vous rappelle, c'est
même Z, dA différents. Alors on regarde. Les isotopes, les voici. Vous voyez, l'hélium 2,3 et 2,4. Z égale 2, Z égale 2. A égale 3, A égale 4. Donc des A différents mais des Z identiques. Donc même nom. Hein, c'est l'hélium dans les deux cas. On parle de l'hélium 3 et de l'hélium 4. Ce sont des isotopes. Il n'y en a pas d'autres. Passons maintenant à la question 4. Alors observons les réactions du document 2 et du document 4. Alors on y va. Dans le document 2, voici. Que constatons-nous si on regarde les Z à gauche et les Z à droite? Si on regarde surtout leur somme. 92 sur l'uranium plus 0 sur le neutron, ça fait 92. Mais 36 sur le krypton plus 56 sur le barium plus 3 fois 0 puisqu'on a 3 neutrons, ça fait aussi 92. On constate donc que la somme des Z à gauche est égale à la somme des Z à droite. Le constat est identique pour les A, pour les nucléons. 235 nucléons sur l'uranium plus 1 sur le neutron, ça fait 236. 92 sur le krypton plus 141 sur le barium plus 3 fois 1, ça fait également 236. Donc dans une réaction de fission, on a autant de Z à gauche qu'à droite, autant de A à gauche qu'à droite. Regardons maintenant la fusion. Le constat est identique. 2 sur l'hélium plus 2 sur l'hélium égale 4. On a bien également à droite 2 sur l'hélium plus 2 fois 1 sur l'hydrogène égale 4. Pour les A, 3 sur l'hélium plus 3 sur l'hélium, ça fait 6, égale 4 sur l'hélium plus 2 fois 1, ça fait 6. Même constat, fusion et fission, la somme des Z à gauche est égale à la somme des Z à droite, et il en est de même pour les A. Alors, écrire la réaction du document 4. Voici donc l'équation qui correspond à la question 5. Nous avons ici le deutérium, l'hélium donne, le deutérium. Voici écrite la réaction du document 4 qui concerne la formation de l'hélium 3. Ici, le deutérium plus l'hydrogène donne l'hélium 3. Alors, on a bien 1 plus 1 donne 2. Donc, on a conservation des Z. Et 2 plus 1 donne 3. Conservation des A. Restons enfin à la question 6. J'avais prévu un échange au sein de la classe. Alors certes, l'énergie nucléaire ne rejette pas de gaz carbonique, mais il faut tenir compte de l'entretien de la centrale au jour le jour et de sa construction. Donc le bilan n'est certes pas nul, le bilan carbonique, puisque sa fabrication et son entretien journalier dépense beaucoup de carbone. Et puis bien sûr, on peut discuter sur le fait que c'est une énergie polluante, puisqu'il y a des déchets nucléaires. Merci de votre attention.